que je veux dire que finalement, il me semble que aussi bien dans la valeur de la résistance qu'aujourd'hui, le problème, le personnage central, c'est, enfin, l'élément central, c'est la dignité de la personne humaine et le respect de la dignité. Et finalement, on sait maintenant, il y a cette espèce de contradiction, puisqu'avec l'ADN, on sait que chaque individu, qu'il n'y en a pas deux semblables, et qu'en même temps, il y a cette singularité qui est en contact, en conflit, ou pas en conflit avec la société. Et je pense que ça s'est produit, on le découvre aujourd'hui comme c'était finalement à la base, peut-être, des valeurs de la résistance. Pas conceptualisées nécessairement, mais qui étaient finalement... enfin bon, ceci dit, je préempte vos questions. Voilà, nous, notre vœu, c'est de... On est une petite association, bien sûr, on ne va pas faire changer la face du monde, mais c'est quand même de montrer que les valeurs pour lesquelles les résistants ont combattu sont des valeurs universelles, qui avaient été un peu oubliées et qu'ils ont remis à jour et qu'il nous faut préserver. Alors, pour les préserver, eh bien, nous pensons que le témoignage des acteurs de la résistance est vraiment essentiel, parce que c'est grâce à eux que ces valeurs qui avaient été un peu oubliées ont repris vie, et que nous, notre devoir, à partir de leur lutte, de leur sacrifice, eh bien, c'est de montrer le prix qu'ont ces valeurs. Parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment je pense aux jeunes, c'est normal. Tout ce que l'on a est normal. Et nous, ce que nous voulons montrer, c'est que ce qui a été obtenu, et ce qui fait que la vie est relativement plus facile maintenant qu'il y a 70 ans ou 80 ans, c'est pas tombé du ciel. C'est venu par votre travail, mais par votre engagement plutôt. Alors, si vous permettez, j'aimerais bien vous poser quelques questions, voilà, et notamment, eh bien, pour commencer concrètement, vous demander comment et pourquoi vous êtes devenu résistant. Parce que vous auriez pu rester comme vous êtes, là, les bras croisés. Oui, ouais, si vous voulez, il y a deux aspects de la question. Il y a d'une part la volonté d'entrer dans la résistance et d'autre part les possibilités. Bien sûr. Les contacts à trouver, ce qui n'est pas évident. Bon, chacun a son histoire personnelle. Alors, sur le premier aspect, il est évident que pour tout... Enfin, le nazisme était à la fois, sur tous ses aspects, était intolérable. Bon, alors, comment, puisque vous faites sur la tolérance, donc, il y avait deux aspects, c'est de baisser la tête et attendre que ça se passe. Et là, il y avait encore des aspects différents, c'est-à-dire de baisser la tête, mais tout en essayant quand même de respecter certaines valeurs, et puis de baisser la tête et de faire n'importe quoi, et puis de ne pas baisser la tête, mais d'aller avec les nazis, enfin avec la collabo, etc. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous dire, je n'aime pas tellement parler de mon expérience personnelle, parce que finalement, comment vous dire, elle se fond un petit peu dans une conception générale.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Vous n'êtes pas le premier à me dire cela. Ce que j'ai fait, c'est pas exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire, je ne suis pas un héros, j'ai fait des choses que beaucoup d'autres ont fait. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est... Et ce qui m'importe, c'est pourquoi et comment. Et pour vous illustrer cette position, quand je suis revenu de Buchenwald, j'ai fait toute une série de conférences, et peut-être à tort d'ailleurs, je me demande. J'ai pas tellement insisté sur les horreurs et les essais que sur les explanations, sur l'idée d'expliquer aux gens comment ça s'est produit, comment on a surtout surtout le processus de déshumanisation dans les camps. Et en vous parlant, finalement, tout à l'heure, je réfléchissais, finalement, la première respect dans les camps, c'est le respect de la personne, de soi-même. Est-ce qu'on peut concevoir de n'avoir aucun respect pour soi-même, mais d'avoir un respect pour les autres? Ça paraît difficile. Je veux dire, c'est très matériel, parce que par exemple, je dis ça en passant, il y avait un signe inéluctable de la mort prochaine, c'est quand dans les camps où il y avait des possibilités de toilettes et tout ça, les gens, les déportés n'allaient plus à la toilette, se laissaient aller. Et donc, est-ce que la volonté est une valeur, à votre avis? La volonté Parce de que, rester si un vous homme. voulez, les valeurs dans les camps, c'était la volonté et la solidarité. Oui. Mais alors, dans la résistance, si vous voulez, il y avait tout ça. Les gens sont... Vous savez, c'est très difficile à dire parce que les valeurs, est-ce que, autrement, est-ce qu'il y a une conception, comment dirais-je, unique des valeurs? Est-ce que les valeurs ne sont pas selon les individus, selon les civilisations? Et c'est là qu'il faut trouver un point commun. Oui, il y a quand même des valeurs universelles. Oui, mais je veux dire, que la manière dont on les voit aussi. Et finalement, quand vous êtes les valeurs universelles et tout ça, il faut dire, et je crois que dans le magazine, dans Patriote et l'Histoire, on est attaché, c'est-à-dire que finalement, les nazistes ont attribué, si je puis dire, une contribution, ont fait une contribution importante à la réaffirmation de ces valeurs, c'est-à-dire la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous savez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, enfin vous savez bien que l'article 1er dit que tous les êtres humains naissent égaux dans la dignité, qui n'était pas dans la déclaration de 89. Et donc la personne humaine revient. Et on a des conséquences, on a des retombées, tout ça. Parce que dans quelle mesure, on peut se poser une question, dans quelle mesure l'émancipation des femmes qui a lieu en ce moment n'est pas aussi un résultat de l'évolution de cette dignité. Et si vous voulez, l'avantage, si je puis dire, des personnes moins jeunes comme moi, c'est que nous avons pu suivre l'évolution des choses, parce que, comme vous l'avez dit, oui, il y a des gens qui trouvent que c'est tout ce qui se passe maintenant, c'est normal. Mais vous n'avez pas fait que suivre. Comment ? Vous n'avez pas fait que suivre l'évolution. Vous n'avez pas fait que la suivre, cette évolution. Si je peux reprendre un peu ce que disait Yves par rapport aux conditions de votre engagement, quand je lis un peu votre biographie, il y a 1917, la révolution russe,
le fait que vous ayez, avec votre famille, fui cela, vous êtes passé par beaucoup de pays. Oui, mais bon. Je suppose que ça vous rend aussi d'autant plus sensible à la question des réfugiés, par exemple. Je ne sais pas. Oui, enfin bon, c'est sûr que... enfin, bon, ça pose tout le problème de l'influence de la vie personnelle sur une conception d'ensemble. Je veux dire... Alors, excusez-moi, je n'ai pas répondu complètement à votre question. Non. Qu'est-ce qui m'a poussé à la résistance? Je vous ai dit, j'ai trouvé que c'était intolérable. Finalement, j'ai pu entrer en contact. J'ai été éclaireur unioniste. Donc j'étais beaucoup en relation avec les milieux protestants. Et c'est finalement, j'ai connu un pasteur protestant qui était en Lozère, à Mende, pas à Mende, à Florac. Et j'ai pris contact avec lui et je suis entré dans la résistance avec lui. Et juste pour vous dire, d'ailleurs ça a été écrit, mais à quel point les choses sont liées au hasard. Il y a eu une réunion à Marvejols qui était vous savez, je vais vous dire, excusez-moi, d'abord j'ai une amnésie des noms. Alors si j'hésite, je dis, bon, comment s'appelait le descendant de Lafayette qui était à Marvejols, enfin bref. Il y avait on était dans un château et on venait de recevoir, c'était le centre régional départemental de la résistance, du réseau, et on venait de recevoir il venait de recevoir un colis, non pas d'armes, mais de petites de bombes, etc., y compris du poil à gratter. Ah oui. Ce qui était de la limaille de fer. Je me demande comment on pouvait introduire de la paille de gratter dans le dos des soldats, mais enfin, ça c'est un autre problème. Donc on discutait, et il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et un des participants a dit, ils ont envoyé aussi un manuel, je vais aller le chercher. Bon, il revient, et il dit, vous êtes encerclés par les nazis, enfin la SS. Il a eu le courage de revenir. Bon, les gens sont partis, et il s'est trouvé que lui avait une chemise blanche, il était 7 heures du soir, enfin à la crépuscule, c'était en et moi j'avais un blouson sombre et une chemise sombre. Alors je lui ai dit, tu es visible, prends mon blouson. Donc ça fait qu'on a eu un écart de quelques minutes par rapport aux autres. Et on est sorti, alors lui il était de l'endroit, et j'avais une impression de truc de scout, parce qu'on a été à travers les champs, etc. On s'est couché. Et le lendemain, on est venu tout guilleret, si je puis dire, chez un garagiste qui nous a dit, mais c'est affreux, ils ont tous été arrêtés. Je veux dire par là, à quoi ça peut tenir, hein? Que ça n'a rien à... Enfin, je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec les valeurs. Encore que peut-être le fait de si, la valeur c'est l'engagement déjà. Parce que c'est un choix. Et c'est un choix que vous, je suppose que vous sentiez dangereux. Oui. Je me vois là. C'est gênant. Non, ça ne me gêne pas. Je me connais. Bon, donc j'ai vraiment pas grand-chose à vous dire sur la question que vous me posez. Je pense simplement que c'était intolérable. Oui, c'est ça. Et vous avez dit c'est intolérable. C'est intolérable. Et ça me rappelle une réflexion de peut-être quelqu'un dont vous avez entendu le nom, Jean-Marie Delabre.
Non. Non, qui a été résistant, il était à la défense de la France et il disait c'était intolérable. Et quand quelque chose est intolérable, bah, il faut ne pas le supporter. Donc c'était la même raison ça. que vous. Avec, je dois le dire, une certaine crainte, avec le double danger pour moi, évidemment, à la fois au point de vue religion et au point de vue, enfin même au point de vue, c'est même pas la religion, bon, étant juif donc, mais bon, sa question ne se posait pas comme ça. C'était intolérable et puis j'ai été très content et en Lozère, il se trouve que au point de vue comment dirais-je, recrutement, la Lozère était divisée en deux. Il y avait les protestants et les catholiques. Les protestants étaient pratiquement tous résistants et les catholiques étaient pratiquement tous plutôt collabos. Donc j'allais voir les pasteurs. C'est l'héritage historique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les protestants ont toujours été protestants, oui. Mais vous savez et persécutés. C'est la Lozère, c'est sous Louis XIV, les camisards. Oui, les camisards, oui. Les camisards. Et là aussi, alors sur les valeurs, peut-être c'est pendant la Résistance. Il se trouve que la Lozère est un pays à petite pluriculture et surtout avec les châtaigniers, disons les châtaignes, qui sont très nourrissantes et qu'elle est entourée, la Lozère, de départements à monoculture. Le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône. Et par conséquent, il y a des gens qui venaient acheter des châtaignes que les fermiers, enfin les gens, vendaient à des prix de marché noir. Et il y a ce pasteur qui est venu, qui a dit « c'est pas bien, vous ne devez pas exploiter la misère des autres ». Et ils ont rendu l'argent. Il y a certains qui ont rendu l'argent, l'excédent, les prix du marché noir, et ils l'ont rendu. Donc, vous voyez, les valeurs, et ça, en pleine résistance, en pleine occupation, etc. Enfin, non, c'était pas occupé à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les valeurs de la résistance? Et quelle était Sinon, il y a une autre chose, c'est que, enfin, ça revient, finalement, la négation des valeurs au plan individuel, pour quelqu'un, c'est, ou plus exactement, la négation des valeurs à l'égard d'autrui est une négation des valeurs pour soi-même. Et est une comment dirais-je, je ne sais pas l'adjectif, mais est une destitution, enfin, de la personne humaine. Bon. Si vous voulez, parce que je pense que à l'heure actuelle, au point de vue de la crise actuelle, tout le facteur commun, c'est le respect de la personne, qui n'est pas conceptualisé par beaucoup, qui pour beaucoup apparaît comme une négation, mais qui en réalité est une négation par dépit ou par le fait qu'on l'a pas respecté envers les personnes, sans peut-être qu'ils s'en rendent compte. Enfin, vous savez que dans les banlieues, les gens, quand il y a des histoires, ils disent « oui, il n'y a que quand on casse quelque chose que la télévision et que les gens parlent de nous, on se fiche de nous, etc. » Il y a les gilets jaunes, il y a tout ça, il y a les anti-vax. Bon. Et donc, pour votre souci de ne pas oublier les valeurs de la résistance et au contraire de s'en servir en quelque sorte aujourd'hui, je pense que c'est le premier élément, c'est le respect de la personne humaine, qui est non seulement dans la Déclaration universelle et dans la Charte, mais dans tous les documents qui ont suivi, parce que le droit international humanitaire
Vous savez, les conventions de Genève, il y a 4 conventions sur les prisonniers, les marines, guerre, etc. Et dans les 4 conventions, il y a un article commun sur le fait de traiter avec dignité les personnes, de traiter le respect de la personne humaine. Donc, ça peut être un élément fondamental. Et ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans les camps, si on peut revenir à cette période-là de votre... Non seulement ce n'était pas le cas, mais c'était exactement le contraire. Oui, bien sûr. Et pouvez-vous nous en parler un petit peu? Par exemple, j'ai un vieux copain qui est décédé maintenant, qui s'appelait Neil Turner, et qui était à Buchenwald. Et il m'a dit, quand je suis arrivé, on nous a, les prisonniers, les déportés, nous ont proposé à nous, les nouveaux qui arrivions, le pain de la solidarité. C'est-à-dire qu'ils prenaient une partie de leur portion pour donner à ceux qui arrivaient. Et ça, je trouve que c'est... Vous parliez de dignité, je trouve que c'est un acte d'une grande dignité de la part de gens qui étaient dans le plus extrême dénuement, de prendre sur leur portion pour donner à ceux qui arrivent. Est-ce que vous avez connu des actes comme ça? Alors écoutez, en premier, si vous voulez, c'est pour... parce qu'on peut parler longtemps là-dessus. Pour les gens qui ne connaissent pas, à mon avis, moi j'ai une image. J'ai quelqu'un qui est malade. Il a à sa droite quelqu'un qui est un peu moins malade et qui partage son pain avec lui. Il a à sa gauche quelqu'un qui lui barbote son pain. C'est l'image de... pour symboliser le camp. Et donc, il ne faut pas me demander trop, parce que moi, je peux parler pendant des heures là-dessus, parce que évidemment, c'est un sujet qui... Alors, dans les camps, si vous voulez, la solidarité était un élément essentiel. Et la solidarité était aussi le respect de soi. Ce que les gens ne rendent pas, c'est le type qui chipe le pain de l'autre, c'est sa personne qui touche. Bien sûr. Et quand je vois dans les défilés, les gens, j'en parlais tout à l'heure, qui disent qu'ils sont contre la dictature sanitaire, ils ne parlent pas de... enfin, ils parlent de Véron, mais ils ne parlent pas du coronavirus. Oui, d'accord, oui. Alors, bon, finalement, dans les camps, ce qu'on peut résumer, les valeurs fondamentales... Alors, vous voulez que je vous parle un petit peu des éléments... que vous avez vécu. Le mécanisme nazi, c'est de prendre des gens avec une personnalité, un passé, de les faire travailler quand c'est possible dans les usines, ou de les parquer quelque part, et de les déshumaniser en les humiliant. Et par exemple, il y a un exemple frappant dont on ne parle pas. J'ai pas entendu parler. Il y avait un cinéma. Alors, une fois, je suis allé, il y avait une représentation. Et qu'est-ce qu'on montrait comme film? Des films avec des femmes dansant, les opérettes et tout. Imaginez ce que ça représente pour quelqu'un qui s'est habitué plus ou moins bien aux conditions d'existence, à la famine et tout, et qui voit ça. C'est totalement destructif. Je veux dire par là que c'était intelligent, c'était pas du tout, c'était une brutalité
industrialisé. Et donc, le résultat... Donc, si vous voulez, la grande défaite, finalement, des nazis, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à s'en sortir. Et que, finalement, l'étincelle humaine, les valeurs sont indestructibles dans le temps et dans l'espace. Mais avec des crises et je crois que, vous savez, c'est peut-être pas les valeurs. Je suis très frappé par le fait que des jeunes trouvent qu'il faudrait un régime plus autoritaire. Ces jeunes qui discutent, qui font une pendaison du président de la République, s'imaginent que dans un régime autoritaire, ils pourraient faire ça. Oui, c'est pour ça que ce que vous nous dites, et la démarche que nous avons, nous, de faire connaître, de faire vivre ces valeurs, ça nous semble absolument nécessaire. C'est une forme d'éducation au civisme qui manque trop souvent dans les familles, voire même dans le système éducatif. C'est nécessaire et c'est au bénéfice des gens. Si on veut avoir une vie... ça rend la vie... si tout le monde respectait les valeurs, enfin, disons que déjà dans la Bible, Caïn tue Abel, alors le crime a commencé, même avant, dans la mythologie. Mais si vous voulez, je me rends compte que je pars dans toutes les directions. Oui, mais vous me faites, excuse-moi Julien, vous me faites penser à un monsieur que j'ai bien connu, qui s'appelait Jean-Louis Stenberg, et qui avait été déporté, résistant, mais comme juif, déporté à Auschwitz. Et il disait que il avait rencontré un jour quelqu'un qui lui avait dit « Mais si tu veux, tu feras partie de l'organisation de résistance du camp, mais pour ça, il faut que tu fasses des preuves, que tu fasses tes preuves. » Alors, ces preuves, c'était rester propre. Pardon ? Rester propre. Alors qu'il n'y avait pas de savon, pas d'eau. Respirer. Rester propre. Rester propre. Rester propre. 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 Ah oui. Alors il disait, on se lavait en frottant notre... Ce que voilà, vous avez dit, oui. sans eau, sans savon. Mais en se frottant pour... Bon, voilà. Ne pas parler de nourriture. Parce que tout le monde avait envie de parler de nourriture, puisque les gens étaient affamés. Et vous voyez, des épreuves comme ça, ce qui... bon, d'autres aussi, mais ce qui montrait, d'après ce qu'il nous disait, si on arrivait à faire ce qu'on nous demandait, c'était le moyen de montrer qu'on restait digne, qu'on restait un homme. Et donc ça, c'est une forme de résistance. Je peux vous raconter alors des anecdotes drôles, enfin drôles. On était un groupe, on faisait du terrassement. Et il y a 2 Lyonnais, ils en sont presque arrivés à la bagarre. Et sur quoi ? Sur le menu du repas qui prendrait la libération. Il y en a un qui a dit, il faudrait faire ça. Comment tu veux mettre ça, boire ça, mais t'es complètement con. Et bon, il y a au mois de septembre, il y avait des pubs, parce que quand on arrivait, enfin à Buchenwald en tout cas, on vous rasait complètement. Et on mettait des désinfectants. Bon. Alors, première impression, on dit c'est l'hygiène. Et puis on amenait dans un bloc provisoire. Et il y avait des choses marron comme ça par terre. On se disait, tiens, un tapis, c'était des puces.
Et alors apparemment, le bloc n'avait pas été occupé depuis... On a été dévoré par les puces. Et c'est quelque chose, hein, parce que... Bon. Et en septembre, je discute un professeur de géographie, et il m'a dit après qu'il était sincère. Et il dit, moi, il faut que la guerre finisse avant l'hiver, parce que moi, les puces, je ne peux plus les supporter. Mais ça ne vous fait pas rire. Moi, oui. Oui. Ça vous fait pas sourire. Non, parce que je trouve ça terrible. Je trouve ça Et terrible. il y a une autre anecdote sur la valeur de la résistance, une histoire vraie. Je ne sais plus dans quel pays, mais un résistant qui a été interrogé, torturé par la Gestapo avec le bain. Vous savez l'histoire de... Bon. Et il était tellement amoché que pour le ramener à la prison, ils ne l'ont pas menotté dans la voiture. Il a réussi à un arrêt de s'échapper et est arrivé dans une boîte à lettres, c'était une dame. Alors la dame ouvre la porte et dit « Oh mon Dieu, dans quel état vous êtes? Voulez-vous boire quelque chose ?» Et puis il dit « Écoutez, voulez-vous prendre un bain ?» Sur l'organisation de la solidarité, puisque vous êtes directeur du publication du Patriote Résistant, la solidarité qui était organisée par Marcel Paul et Frédéric-Henri Manès, est-ce que vous en avez bénéficié, entre guillemets, de cette protection-là? Oui, j'en ai bénéficié dans la mesure où j'ai été... c'est toute une aventure. Comme je parlais allemand, j'ai été... Ils m'ont mis à l'hôpital la nuit, au Revire. Et ce, pour classer des fiches et des choses comme ça. Donc, c'était énorme parce que c'était... Enfin, je pouvais dormir le jour. Et c'est pour ça, dans une certaine mesure, que je considère que j'ai pas tellement le droit de parler des horreurs que je n'ai pas personnellement connues. J'étais un déporté, mais, enfin dans les conditions du camp, mais rien de particulier ou de bon. Et donc ce qui fait que quand il y a eu les Américains sont arrivés, ils sont arrivés avec un médecin, un étudiant en médecine qui avait un grade d'adjudant et alors ils sont partis, les Américains, ils ont confié la gestion sanitaire du camp à cet étudiant de médecine, lequel a cherché quelqu'un, appuyé par l'intermédiaire de gens que je connaissais moi. Finalement, j'ai été nommé, j'ai été mis à la place et dans le cabinet du médecin SS qui était parti. Et j'ai eu comme responsabilité l'état sanitaire du camp. Alors je téléphonais aux Américains, je disais il me faut un hôpital, il me faut ci, il me faut ça. Et puis je suis allé avec ma blouse visiter les blocs. J'étais aveni d'injures, salaud, t'es comme les autres, tu nous laisses tomber, etc. Et donc c'était très particulier. Et donc j'ai une expérience aussi. Je me demande si tout ce que je vous raconte a un sens pour vous. Mais je pense que oui. C'est un peu pour ça qu'on vient vous voir, hein, parce que finalement c'est tellement éparpillé, les souvenirs personnels. Non, mais bon, moi, il y a longtemps que je vois des résistants, des déportés pour ce travail de mémoire. Et ce dont je prends conscience, mais certains me l'ont dit, c'est que chaque résistance est différente, chaque motivation d'entrer dans la résistance est différente, chaque déportation est différente, et on peut être dans le même camp, et ce que vous disiez à l'instant, et vivre les choses totalement différemment.
Bon, et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que on ne peut pas écrire une histoire de la résistance, Oui, mais ça, une multitude. Alors je veux dire, il y a une chose qui est très nette, c'est la différence entre ceux qui étaient là avec un motif, c'est-à-dire un engagement, Oui. et ceux qui étaient pris dans les rafles ou des droits communs, etc. Et là, c'était tout à fait net qu'ils résistaient mieux. Alors il y a un exemple sur l'histoire humaine. Vous savez qu'au Danemark, c'était un des pays scandinaves où les autorités, la reine est restée, je crois que c'était une reine, mais ils ne collaboraient pas, mais bon, ils sont restés. Et il y a eu une manifestation de résistance, et la police de Copenhague n'est pas intervenue. Et les nazis ont déporté tous les policiers à Buchenwald. Alors, il y avait bien entendu, vous savez que dans l'effet de déshumanisation, il y avait quand même une différence très nette entre les Ariens et les voisins des Ariens, les races pures et les autres. Bon, Scandinaves, c'était des races pures. Et donc, ils étaient privilégiés, ils avaient des travaux, on les envoyait à des travaux relativement protégés, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre. La Croix-Rouge danoise leur envoyait des colis que les SS laissaient passer. Et imaginez, j'ai vu un de ces colis avec du jambon, du beurre, de la confiture, des biscuits, même des clous. Enfin, c'était... Je pense que si on m'avait emmené dans un palais, ça n'aurait pas pu... C'était quelque chose de totalement extraordinaire. Et ces gens-là ont eu un taux de mortalité, alors qu'ils étaient relativement protégés, qu'ils avaient moins la famine, ils souffraient moins de la famine. Ils ont eu un taux de mortalité parce que ils étaient là sans motif. Oui. Alors les gens qui étaient là, qui avaient un motif religieux ou un motif politique, et ça rejoint les valeurs aussi, avaient résisté. Enfin, certains mouraient par ça me rappelle mais ils résistaient mieux. Quoi. Voilà. Ça me rappelle un débat que j'avais entendu entre Georges Semprin et Elie Wiesel. Et Georges Semprin disait « Ceux qui étaient des combattants, qui savaient pourquoi étaient là, ont pu tenir plus que ceux qui étaient simplement des victimes et qui avaient été transférés là sans comprendre vraiment pourquoi, même s'ils le savaient. Et c'est exactement ce que vous dites. Parce que, si vous voulez, c'est une chose aussi, un camp comme Buchenwald, c'est une reproduction d'une cité avec tous les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de gens, de toutes sortes de professions. Il y avait des commerces, il y avait des privilèges, il y avait des gens... Parce que il y avait, si vous voulez, une espèce de reproduction caricaturale du capitalisme avec le Effektenkammer. Alors l'Effektenkammer, c'était le vestiaire. Et imaginez, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont passées par Buchenwald, parce que Buchenwald était le centre de gestion d'un certain nombre de commandos. Et on leur disait, laissez vos vêtements, et on leur donnait le truc rayé. Bon, imaginez ce que ça représente. Alors les responsables du Effektenkammer avaient de quoi faire des échanges, etc. Ce qui fait que dans ce camp, l'élégance, la valeur des vêtements avait une importance énorme, grande, et que vous aviez des gens avec des bottes impeccables,
des collabos, enfin des déportés collabos, des, euh, les chefs de bloc qui recevaient pour le pain à distribuer. Il y avait je ne sais pas combien de personnes dans un bloc, ça demandait des blocs. Et donc, en prélevant, ils avaient une monnaie d'échange. Il y avait même un bordel, ça, vous savez. J'ai encore quelque part les factures. Oh là là. Alors, oui, c'est une société. C'était le bordel. Alors, la facture, c'était très intéressant. Il y avait 8 seyeurs, levé, gymnastique, couture, et puis de 16 à 18 heures, bordel betrive, activité de bordel. Et il y avait des factures. Bon, pour aller là d'abord, le fait de la nourriture, de l'absence de nourriture, la libido était un peu partie. Mais il y avait des gens qui... Et il fallait aimer ça, parce qu'ils devaient passer une visite médicale, et ils avaient droit à un quart d'heure. Enfin bref. Je veux dire par là que... Donc il y avait... Le Louisville, c'était une ville avec toutes les... Une ville avec des extrêmes, mais avec tous les vices, et peut-être aussi toutes les vertus. Ce qui est particulier peut-être à Louisville, je ne sais pas, mais c'est... Et alors il y a eu aussi quelque chose de ces... Je vous raconte des anecdotes, là, vous savez. Au moment de l'avancée au printemps en 1945 des troupes allemandes, américaines, il y avait un petit camp et dont les dirigeants déportés sont allés voir le médecin du camp en lui disant épargnez parce qu'ils voulaient vider le camp, c'est-à-dire faire la marche de la mort, et épargner les malades. Et nous, en revanche, enfin en compensation, on plaidera en votre faveur auprès des Américains en parlant de votre geste. Alors ils ne l'ont pas fait, ou ils l'ont fait, je ne sais pas. Mais quelqu'un est venu de ce camp à Brunewald, a dit on devait faire la même chose. Et alors on a rassemblé les élites du camp, mais les vrais, pour intervenir. Je ne sais pas si vous avez souvenir ou si vous avez connu les dessins de Dubout. Oui, bien sûr. C'était un dessin de Dubout, avec des gens complètement clochardisés, général Intel. Donc, il y avait un côté humoristique, enfin, une espèce d'humour aussi. Il y a toujours dans les événements humains, il y a toujours un côté burlesque et un côté humoristique. Et d'ailleurs, peut-être faut-il ajouter aux valeurs le sens de l'humour. Oui, j'y pensais quand vous le disiez. Oui. Parce que le sens de l'humour, d'abord, le sens de l'humour implique le relativisme. Et donc, on ne s'enfonce pas, même avec un engagement, on a une certaine possibilité de relativiser les choses. Et donc, c'était un spectacle extraordinaire. Je pense aussi, parce qu'on faisait, avant d'envoyer les gens dans les commandos, qui étaient beaucoup plus sévères que Blumenval, il y avait une revue de poux, parce qu'ils avaient très peur du poux exanthématique, le poux du typhus. Et alors, j'ai pensé, c'est peut-être arrivé, mais enfin j'ai pensé aux déportés
qui met de côté l'argent, parce qu'on distribuait un peu d'argent, l'argent pour s'acheter un pouls, pour le mettre sur scène. Et alors les gens cherchent, ils disaient rien, ils disent mais non, cherchez, cherchez. Et les gens n'ont pas trouvé le pouls, il est parti. Enfin bref. Alors, c'est pour ça que je n'aime pas tellement parler de mon expérience personnelle, mais plutôt de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai éprouvé. Et alors, il y a une histoire là qui est superbe. C'est un grand juriste français, dont je tairai le nom. C'était un moment où, c'était en juillet 1945, où on recevait, certains blocs recevaient encore des colis de leurs proches, que les SS laissaient passer. Et la tendance était de mettre les colis en commun et de les distribuer à tout le monde dans le bloc. Avec une opposition mais féroce, les gens, non, c'est ma femme qui a fait ça pour moi, etc. Et il y a un grand professeur de droit qui a dit, non mais, qui était sérieux, hein, non mais, ce que vous faites là, c'est une atteinte au droit de propriété. Et quand on va dans cette voie, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Vous voyez qu'il y avait les valeurs des gens qui restaient. C'est normal finalement qu'il n'y ait pas le déporté avec un grand D. C'était des gens qui étaient différents, qui se sont changés, qui se sont modifiés dans la déportation ou pas. Et avec pour moi, si vous voulez, des petits phénomènes qui me restent. Parce qu'à un moment, dans le bloc d'essai, le bloc transitoire, enfin, à l'arrivée, avant d'aller, c'était le petit camp, avant d'aller dans le grand camp, et tout à coup, on nous fait évacuer le bloc, en courant. Allez, allez. Et il y avait un type qui avait un pince-nez, je me souviendrai toujours de ça, parce qu'il y avait 3 marches pour sortir, et son pince-nez est tombé. Et il y avait cette vague de gens, et les types qui criaient « Mon pince-nez ! Mon pince-nez !» C'est des images comme ça qui veulent rien dire finalement, mais qui montrent la fragilité, l'humain. Et, pardon Yves, oui. sur la sélection et sur les commandos, on a tous en tête Dora, qui était un peu l'acmé des pires commandos. Le Dora et, et le tunnel, comment vous perceviez ça, puisque vous aviez eu entre guillemets la chance de ne pas aller là-bas où il y avait un taux de mortalité affreux. Oui, mais il n'y avait pas seulement Dora. Il y avait d'autres commandos qui étaient très... Où il y avait... Parce que dedans, il y avait quand même un revire, il y avait quand même des installations, disons, avec tout ce que ça peut comporter de négatif. Enfin, c'était là. Alors que dans les commandos, c'était la race campagne. Et il y a eu une grande... Parce que vous avez parlé de Semprin. Semprin était à la classe... C'est-à-dire dans le service auquel s'adressaient les SS pour demander des déportations. Ils disaient, on a un commando, on a besoin de 300 déportés. Donc on faisait une liste qui permettait à la communauté, au comité secret, quand ils savaient, d'en sortir quelques-uns, etc. Et Marcel Paul et les communistes, enfin surtout les communistes, ont été accusés parce qu'ils ont envoyé dans un commando qui s'appelait S3 des
des parents de Michelin. Pas de Michelin, le grand aviateur. Marcel Bloch. Hein? Dassault. Marcel Bloch. Dassault. Ouais. Et alors ils ont dit, voilà, ils favorisent les communistes. Ils ont accusé les communistes de favoriser les leurs, de tuer, d'exporter les gens pour les tuer, etc. Et ce qui m'amène, juste pour votre information, à vous dire de mon point de vue, à savoir que je dénie formellement la possibilité pour des gens aujourd'hui, ou des gens qui n'ont pas été dans le camp, de critiquer la conduite des gens dans le camp. Parce que c'est pas possible. Il y a des tas d'événements indicibles dont on m'a parlé, et les juger, même si on essaye d'être impartial, c'est impossible. Et l'histoire de communisme, c'était ça aussi, c'est parce que à l'hôpital, quelle est la position il y a un infirmier, il y a, mettons, 10 ou 15 déportés qui ont la rubéole. C'est rubéole, hein, et c'est une maladie mortelle dans leur état, dans leur rougeole, enfin bref. Et il y a un médicament spécifique, et l'infirmier a 5 doses. Qu'est-ce qu'il doit faire? 5 doses pour 15 malades. Tiré au sort, ça va tomber sur des gens qui risquent de mourir de toute manière. Donc, il y avait une raison qui était d'essayer de sauver les gens susceptibles, de préserver les gens susceptibles d'aider ultérieurement à la libération éventuelle du camp. Mais les gens de l'extérieur, enfin les postérieurs, ils disaient voilà, ils ont sacrifié des gens pour il se trouve qu'il y avait beaucoup de communistes qui étaient très actifs. Et ça, quand on parle d'héroïsme, les communistes et d'autres qui travaillaient dans les usines qui fabriquaient les fusées, les V1, et qui revenaient avec des pièces détachées pour faire des armements, de l'armement, qui rentraient et qui risquaient non seulement la mort, mais qui risquaient la torture et la mort. La dose de courage qu'il faut pour faire ça. Donc il y a aussi la valeur, le courage. Il y a tout. C'était un espèce de panorama de l'humanité dans ses excès et dans ses valeurs. Oui, mais ça me rappelle ce que disait, je crois que c'est Krasuki qui disait ça. À Auschwitz, j'ai connu le pire, mais j'ai connu aussi le meilleur de l'humanité. C'est ce que vous dites. C'est vrai, mais les gens... Donc, pour ça, je pense que tout ça, ça devrait aider aujourd'hui. Parce que si j'en arrive alors à aujourd'hui et à l'idée que j'ai peut-être, il me reste une semaine et demie, que j'ai peut-être pour le patriote résistant, c'est que je me demande si derrière les énormes vagues qu'il y a en ce moment, d'abord avec les gilets jaunes, le réchauffement climatique, la pandémie, les catastrophes climatiques, les incendies, etc.
et les mouvements sociaux et les grèves, etc., si derrière tout ça, il n'y a pas à nouveau comme fond le problème du respect de la personne humaine, et si ceux qui protestent et ceux qui vandalisent, ce n'est pas finalement un effet du fait qu'ils ne sont pas reconnus et qu'on ne tient pas compte d'eux, et que ça dérape. Moi, je pense que... Parce qu'on le retrouve un peu partout, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, l'exemple de la résistance dans les camps, non seulement les valeurs de la résistance, mais la valeur de la résistance dans les camps, car il y a eu la résistance dans les camps, est quelque chose et je crois que c'est vous qui vous l'avez dit tout à l'heure, que les jeunes, enfin les gens ne se rendent pas compte du prix de la liberté et de ce que ça représente. Et de ce que ça représente de la privation. Oui. Quand ils protestent, quand ils pensent que c'est une atteinte à la liberté que d'imposer la vaccination, je veux bien, mais il y a des atteintes plus graves. Il y a un autre... Et c'est une atteinte à la solidarité aussi. Bien sûr. Oui, oui. De ne pas se vacciner. Mais c'est aussi pour ça que moi dans le travail que nous faisons avec notre association, nous nous tournons beaucoup vers les jeunes. Et nous leur faisons entendre des témoignages de gens qui ont milité, qui ont résisté. Je dis militer et résister parce que c'est un peu la même forme, plus extrême, leur résistance que le militant, pour que le monde soit plus juste, pour que la dignité humaine soit respectée. Et ça, je crois que si on arrivait à faire vivre davantage cette valeur de la dignité humaine, du respect des autres, de son propre respect, le monde s'en porterait mieux. On n'a pas encore tiré tous les enseignements, notamment de la crise, de la pandémie, etc., parce qu'on en apprend tous les jours. Deux exemples. Les milieux scientifiques, il y a des gens dans le milieu scientifique qui considèrent que le vaccin sur le RNA, le DRA oui, et messager, c'est absolument fondamental. C'est une découverte géniale qui va permettre de soigner toutes les maladies. Car le fond du problème, c'est que dans toutes les maladies, dans tous les médicaments, dans toutes les médecines et dans les soins, on trouve soit des molécules nouvelles, soit une utilisation des molécules existantes. Alors que dans le messager, il n'y a pas d'apport extérieur. On utilise ce qui est là. Et par conséquent, on peut considérer qu'on peut modifier le fonctionnement de certaines cellules pour guérir telle ou telle maladie. Deuxième exemple, dans le milieu social, à la suite du télétravail dont le rédacteur en chef a bénéficié, beaucoup de salariés refusent, ne veulent plus qu'on revienne aux méthodes de travail avant la pandémie. Parce que dans le télétravail, ils ont acquis une certaine maîtrise de leur temps de travail et un certain, disons, confort, ou je ne sais pas comment on peut appeler, ce qui fait qu'ils ne veulent plus, ce qui explique d'ailleurs une partie du chômage actuel dans certains secteurs. Ils ne veulent plus avoir un travail forcé où ils ne sont pas maîtres de leur emploi du temps. Oui, mais en même temps, ça développe l'individualisme. Pardon ? En même temps, ça développe l'individualisme qui est aussi mauvais pour la société, parce que c'est bien de travailler en commun, de travailler entouré,
de travailler conseillé et Oui, mais l'individualisme, je pense, c'est une des plaies. moi, je crois que moi, j'avais une conviction, c'est que la révolution numérique a été quelque chose d'énorme, que les mentalités, comme dans d'autres cas de l'histoire de l'humanité, que les mentalités ne sont pas encore adaptées, elles sont en retard, et qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences, et de trouver tous les bénéfices et tous les moyens de diminuer les aspects négatifs, et que ça prend du temps. Et alors, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la pandémie a permis une accélération et une prise de conscience d'un certain nombre d'événements qui vont continuer. Alors, vous savez, quand vous pensez à l'ordinateur quantique, qui va en 2 minutes, en 1 minute, faire un travail pour lequel il fallait des siècles, enfin, ou presque, on n'en est qu'au début. Et tout ce qu'on peut trouver, on voit progressivement enfin, il y a eu si vous voulez, l'antagonisme. Parce que par exemple, pour les vaccins, il y a eu au début un grand élan de solidarité entre dans le domaine scientifique. Puis après, les questions capitalistes ou les questions d'argent sont intervenues et la manière dont les laboratoires s'opposent à une mise en commun, enfin à la mutualisation des brevets. Parce que... enfin, il y a des exemples, il y en a de très multiples. Parce qu'il y a tout le système sanitaire est remis en question d'une certaine manière, l'organisation sanitaire. Et donc on est en pleine évolution, et je crois que ce qui est très important, c'est de prendre parce qu'il y a un élément dont je n'ai pas parlé, que je ne vais pas mentionner, c'est l'espoir. Et il est facile, ce que font les médias, il est facile d'énoncer, d'accumuler toutes les difficultés, tout ce qui ne marche pas, toutes les perspectives négatives, etc. C'est facile, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'on accepte une question de fatalité. Le déclinisme, etc. On rejoint ce qu'on disait au début. Si vous êtes entré dans la résistance, c'est parce que vous aviez l'espoir d'autre chose. Si vous avez survécu au camp, c'est parce que vous aviez l'espoir d'autre chose. Et c'est vrai que l'espoir, c'est quelque chose, c'est une valeur essentielle. Et un autre élément aussi qui est intéressant, c'est l'évolution du sentiment de peur. Parce qu'en ce qui me concerne, je peux dire que je n'étais pas obsédé par la peur, parce que c'était au-delà de ce qui se passait. C'est quand on voit tous les jours des wagons, des chariots avec des morts trébalés, là, la mort était quelque chose comme la pluie, quoi. Enfin, bon. Mais quand il y a eu la libération des camps, alors là, j'ai eu peur que les nazis reviennent. Bon, d'ailleurs, ils ont failli. Et on a intercepté un chariot. Il y a eu une communication entre la tour qui gérait le camp et Düsseldorf, pas Düsseldorf, et le quartier des SS, des nazis, qui ont demandé si les éléments de destruction sont arrivés. Et on a dit non. Ils ne sont pas arrivés, effectivement. Donc moi j'avais peur. Donc, si vous voulez, parce que la peur aussi est un élément... ce qui se passe en ce moment, ce qui était peut-être... Est-ce que c'était à Brunwald aussi, c'est que finalement, on n'est pas dans la rationalité,
on est dans l'émotivité. Tous les réactions, etc., c'est pas rationnel. La réaction à la candidature de Zemmour, c'est pas rationnel, c'est émotif. Alors, justement, vous avez connu, vous étiez adolescent, vous avez connu février 34, les manifestations factieuses d'extrême droite. Est-ce que vous avez peur qu'un tel scénario, guidé par la peur et le déclinisme, puisse se reproduire dans l'avenir? Est-ce que ça vous inquiète? Si vous voulez, je ne crois pas au fatalisme. Je ne crois pas à la détermination. Je veux dire, je crois que tout est possible, mais rien n'est à exclure. Tout est possible dans la mesure où on fait quelque chose, où on ne fait rien, où on fait mal. Et c'est clair que les demandes de davantage d'autorité, les tendances de plus en plus vers la droite, le désarroi, il faut bien le dire, en France en tout cas, de la gauche, qui ne sait pas trop comment s'organiser, mais le fait même que Zemmour, quelqu'un comme Zemmour puisse être candidat à la présidence de la République, c'est quelque chose de monstrueux. Enfin, je veux dire, qui aurait dit ça il y a 1 an ou 2 ans? C'est fou, en fait. Ça prouve qu'il y a et que les gens en parlent sérieusement comme d'une hypothèse à considérer. Et d'ailleurs, je trouve que peut-être un argument qu'on n'emploie peut-être pas assez, parce qu'on a accusé Zemmour d'avoir changé d'avis sur tel et tel point. Il dit, mais non, pas du tout, je n'ai jamais changé d'avis depuis que j'écris. Et moi, je pense que dire que je n'ai jamais changé d'avis face à un monde qui a beaucoup changé, c'est pas très encourageant sur la pertinence de cette position. Voilà, mais vous savez, disons, je vais vous faire une révélation. En même temps que je vous parle, c'est un petit test pour moi, pour voir si j'ai encore la boule. J'ai 104 ans. Hein. Alors, c'est la grande crainte. La vieillesse, c'est le naufrage, elle dit. Je ne crois pas en ce qui vous concerne. Je ne vous connais pas beaucoup, mais je ne crois pas. Non, vraiment pas. Peut-être, et peut-être que Yves aura quelque chose en guise de conclusion, parce qu'évidemment, on ne va pas en rester sur ces choses nauséabondes dont on vient de parler. Quel message d'espoir vous auriez vis-à-vis de la jeunesse? Il y a eu un... Comment il s'appelle, peu importe, qui a dit une chose qui m'a frappé récemment. Il a dit l'histoire malthusienne, enfin, parler vers une abstinence ou vers une décroissance, ça n'a pas de sens, parce que l'histoire a montré que quand il y a le développement, en même temps, on trouve les moyens d'y faire face. Et non seulement il ne faut pas diminuer le développement, il faut développer pour trouver les moyens pour aller de l'avant, parce qu'on trouvera des choses. Et il est vrai que qui avait dit au début, enfin lors du premier confinement, qui aurait dit que à la fin, enfin provisoire,
il y aurait un chômage, il y aurait un chômage en moins et des emplois non pourvus et une croissance de 6,5. Bon, il y a la dette, il y a tout ça, mais qui aurait dit ça? C'est donc, on sait que dans des difficultés, on trouve les moyens. Ceci pour répondre que le développement de la science, le développement à la condition qu'on en tienne compte. Parce que ce qui me frappe aussi, c'est que je trouve qu'on ne tient pas tellement compte dans les propos faits de ce que représente la révolution numérique et les outils de la révolution numérique. Les projets qu'on fait, c'est des projets qu'on a fait avant. Il n'y a pas tellement de modifications. Et moi, j'aurais voulu qu'on tienne compte, qu'on essaie de voir tout ce que, qu'on essaie vraiment d'avoir une étude sur tout ce que la révolution numérique peut apporter, de tout ce qu'elle a de négatif aussi, qu'il faut de négatif, par exemple, bien sûr, de négatif et de positif dans les domaines, les domaines sociaux. C'est quand même extraordinaire, les sociaux, quand vous avez, au point de vue, quand vous avez la possibilité d'avoir une information sur tout, mais quand vous avez aussi la possibilité Et la question, alors que je me pose par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que les gens qui envoient des injures et ça, est-ce qu'en partie, c'est pas une espèce de revanche sans qu'ils se rendent compte au fait qu'on ne tient pas suffisamment compte d'eux? C'est possible, oui. Et que c'est une sorte de revanche. Enfin bon. Mais je ne crois pas à la fatalité. Et ce type qui avait dit qu'il faut aller dans l'ambiance avait naturellement, clairement dénoncé le déclinisme, qui a été dénoncé par une autre géographe qui dit que finalement le déclinisme c'est une question de démographie. Que si on avait 100 millions d'habitants, on n'aurait pas l'impression d'un déclinisme. Mais le fait que les Allemands ou d'autres en plus, ça aussi, ça joue. Enfin, bon, disons que on est dans une, pour résumer, on est dans un état de complexité, d'antagonisme, de violent, et que le danger le plus grave serait d'avoir des dogmes. Oui, mais c'est pour ça que tout ce que vous nous avez dit, et vous et vos camarades qui ont été résistants, est vraiment essentiel, parce que c'est comment dire, un message pour nous dire qu'il faut, 1, rester debout, 2, penser, 3, être solidaire, et espérons que ces thèmes entreront dans l'esprit des jeunes. Et c'est un peu ce à quoi on travaille, nous, très modestement, bien sûr. Surtout, je crois qu'il faut, si vous voulez, dans ce que vous dites, il faut bien faire comprendre que la résistance, c'est pas simplement un épisode qui est passé, etc., oui. Mais que c'est quelque chose... on l'a bien senti à travers ce que vous avez dit. C'est quelque chose qui est valable aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce que aussi, c'est si vous voulez, la résistance et la déportation, ça aussi, c'était la lutte à la fatalité. C'était la négation de la fatalité. Ben oui. Ce sera le mot de la fin. Oui, je crois. Très oui. bien. Merci infiniment Merci en tout cas beaucoup. pour ce moment. Merci de nous avoir reçus. Ça fait quoi, GP? Ça fait un peu plus d'une heure. 1 heure? Oui, qu'on discute. 1h15 précisément.
C'est que vous payez combien De l'heure. la centime? On aurait dû enregistrer ce que vous nous avez dit. Je crois que ce qui est dangereux, c'est les gens, vous savez, qui ont la vérité. Oui, bien sûr. La vérité n'existe pas, il n'y a pas une vérité absolue. Mm. Ça n'existe pas. Il y a des vérités. D'ailleurs, finalement, on est qui? Parce qu'il y a le sentiment de nous, mais ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez de moi au loin, sont différents. Oui, il n'y a pas de vérité et absolue. ils ne sont pas moins valables. On avait un SS qui s'appelait Reine de Vigne, qui était un cerveau fini, et qui, par exemple, donnait des cigarettes. Et quand on se mettait à fumer, il les tapait, ou il les tuait, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Vous savez, alors, juste une petite anecdote qui, paraît-il, est une histoire de vérité, vraie. C'était des gens qui avaient une maison à 2 étages et ils ont été réquisitionnés au premier étage pour faire le premier niveau par un fonctionnaire allemand, pas un méchant, enfin, je veux dire, un poste, je sais pas quoi. Et ils avaient une petite fille de 5-6 ans et ils écoutaient Radio Londres. Et alors là, ils font très attention. Et à un moment, l'Allemand fait un cadeau à la petite fille pour son anniversaire. Alors, grand débat, qu'est-ce qu'on va faire? Si on dit rien, c'est quand même... est-ce que ça ne va pas nous faire des ennuis? Si on dit quelque chose, on triche. Enfin bon. Bon, réfléchissez, bon, il y a quelqu'un. Tu vas parler, tu vas aller remercier le monsieur, mais surtout ne vous parle pas des Anglais, parce qu'ils ne l'aiment pas du tout. Alors la petite fille vient, elle est très gentille avec le monsieur, et finalement elle dit, tu sais, elle veut lui faire plaisir, ben, tu sais, eh ben, les Anglais, eh ben, c'est des sales boches. Il y avait, avant la guerre de 1939, il y avait tous les ans une vente des anciens combattants, une vente des écrivains anciens combattants. Et c'était toujours la même chose. Alors il y a un des journalistes qui dit, oh, il y en a marre, anciens combattants. Alors il fait le truc habituel, on dit alors aussi. Puis il envoie ça, et ça a été imprimé. Or c'était la nuit, le jour où le président Noubert a été assassiné. Et il a publié son truc, rien ne s'est passé. Bien, bah, Bien. merci encore pour... Si vous êtes resté longtemps, On ne va pas vous embêter davantage. vous ne m'embêtez pas. C'est gentil.